Alors, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette soirée qui s'annonce exceptionnelle. En effet, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Guillemant qui va nous parler de la sortie de son dernier livre intitulé Le grand virage de l'humanité. Donc, Philippe, comme vous le savez tous, est ingénieur physicien français, diplômé de l'École centrale de Paris et de l'Institut de physique du Globe. Il est docteur en physique du rayonnement et habilité à diriger des recherches. Il exerce son activité au CNRS où il est ingénieur de recherche hors classe. Donc, pour l'interviewer, nous avons l'immense privilège d'avoir avec nous Élodie Mielzarek, pour qui il s'agira ce soir d'une première sur notre média. Je rappelle qu'elle est sémiologue, spécialiste du langage et du body langage. Elle est effectivement très régulièrement sollicitée par des médias audiovisuels pour qui elle décrypte les tendances sociétales de fond, ainsi que les dynamiques comportementales de nos représentants politiques et autres célébrités. Merci à tous les deux, Philippe et Élodie, d'avoir accepté ce jeu de l'interview. Pour ma part, je vous laisse la parole et je vous ouvre les micros. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Najib. Alors, effectivement, pour activer le micro de Philippe, Ça y est. C'est bon, super, merci. C'est moi qui suis tout à fait honorée de pouvoir interviewer Philippe sur cette chaîne Vertical Média que je suis maintenant depuis pas mal de temps et que j'apprécie beaucoup. Et comme voilà, j'apprécie aussi beaucoup les écrits de Philippe, c'est l'occasion d'aborder ce nouvel ouvrage qui vient de sortir, donc Le grand virage de l'humanité. Donc Najib, merci d'avoir représenté Philippe. C'est vrai que sur notre chaîne, il est connu comme le loup blanc, mais comme ça va passer sur les réseaux sociaux, c'est toujours bien de le représenter. Moi, c'est vrai que j'avais juste envie aussi de dire un tout petit mot sur ce livre-là, parce que je le trouve assez différent des autres. Alors, quand je dis les autres, c'est notamment le pic de l'esprit et puis aussi la physique de la conscience, mais il y avait aussi La route du temps qu'on avait pris plaisir à lire. C'est vrai que celui-ci, il est vraiment très accessible. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de pédagogie et ce qui est vraiment intéressant, et on va en reparler ce soir, c'est le fait qu'il y ait toute une partie, notamment sur cet événement qu'on a tous vécu, qui est le Covid. Et j'ai trouvé que ça permettait d'avoir un regard justement quantique sur cet événement, et parce que c'est pas si évident, tous les concepts de la physique quantique. Mais là, Philippe, c'est vrai que c'est super d'avoir pris cet événement-là, parce que ça permet vraiment de raccrocher, d'ancrer dans le concret et le réel, finalement, des théories qui sont parfois plus abstraites. Donc, j'ai trouvé que c'était pour ça, voilà, il est vraiment très, très différent des autres. Il est vraiment très pertinent. Ce que je souhaitais vous proposer ce soir, c'était d'aborder les 6 parties, les 6 thématiques qui me semblent les plus pertinentes et les plus visibles en fait dans le grand virage de l'humanité. Je voulais d'abord qu'on aborde cette question-là de la conscience, parce que ça, Philippe, c'est un grand thème que tu déploies beaucoup, qui est assez lié avec la deuxième thématique que je souhaitais aborder, qui est celle du libre arbitre. Et puis, c'est vrai que après, je voulais qu'on aborde cette question de est-ce qu'on vit dans une matrice ou non, et que tu puisses donner et détailler ce point de vue-là aussi que tu abordes. Et puis, on va bien sûr parler du Covid. Alors, c'est vrai que cette thématique-là, elle est assez liée à la deuxième partie sur le libre arbitre. Donc, on fera peut-être 2 en 1. Et ce qui est très intéressant, peut-être vous avez écouté notamment les médias américains. Depuis la semaine dernière, ça s'agite quand même pas mal, parce que le Pentagone continue sa propagande, ou en tout cas sa communication d'habituation. Donc, on parle beaucoup du phénomène OVNI. Donc, ce sera l'occasion aussi d'aborder ce thème-là, parce que je sais que tu as écrit un ouvrage, Philippe, qui est beaucoup plus développé sur ce point, mais tu l'abordes quand même dans ce livre-là, donc c'est important qu'on l'évoque aussi. Et puis, on terminera sur cette idée finalement que je trouve très intéressante et qu'on a pas mal aussi entendu sur Vertical Media Project, qui est notamment le réenchantement du monde et cette vision assez optimiste que tu en proposes. Donc voilà, c'était les thématiques que je souhaitais aborder.
Ce que je te propose, Philippe, et puis aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'à chaque fois, quand je vais rentrer dans une des thématiques, bien, je vais me permettre de reprendre finalement ton postulat de départ, déjà pour que tu me dises si effectivement c'est juste, si j'ai bien compris, que tu puisses y apporter les précisions qui te semblent nécessaires. Et puis quelque part, voilà, c'est aussi pour t'économiser un peu pour pas que tu répètes toujours voilà, les mêmes choses et pour te faciliter aussi ta prise de parole. Mais bien sûr, voilà, tu pourras également nous parler de tout ce dont tu as envie et ce qui te fait plaisir de partager avec nous ce soir. Le premier point, je le disais, c'était sur cette question de la conscience. C'est vrai que quand on t'écoute et puis qu'on écoute tes vidéos, qu'on lit tes livres, je crois que c'est peut-être le postulat le plus fondamental qu'on retrouve chez toi et sur lequel tu insistes le plus, qui est que finalement la conscience n'est pas produite par le cerveau. Ça, c'est un premier point et c'est vrai que tu te différencies beaucoup d'autres, même d'autres chercheurs ou d'autres physiciens sur cette question-là. La conscience n'est pas produite par le cerveau et en plus, selon toi, ce que tu développes, c'est l'idée que la conscience, cette conscience qui n'est pas produite par le cerveau, a tout de même un impact sur le réel. Alors là, ça devient tout à fait passionnant. Et c'est vrai que quelque part, tu nous dis que en définitive, on a choisi de s'incarner finalement dans nos corps pour vivre des expériences, mais il y a quelque chose qui nous dépasse. Et alors j'aime beaucoup parce que finalement tu proposes un modèle en 3 étages où justement il y aurait notre corps, et tu parles de corps-cerveau, et donc qui serait lié à nos pensées, aux sensations, et tu parles de véhicule matériel de la conscience. Le deuxième étage, tu parles du moi et tu dis que c'est là où se joue la question du libre arbitre et c'est là aussi où on prend la conscience du temps présent. Et puis pour toi, tu y mets, si j'ai bien compris, ce dernier étage que tu appelles le soi, notamment en référence aux travaux de Jung. Alors parfois tu l'appelles aussi l'âme et puis bon, on sent que effectivement c'est une étiquette, c'est de la sémantique, mais que finalement on pourrait aussi trouver d'autres termes. Mais en tout cas, pour toi, le soi est le lieu de ces futurs potentiels. Tu parles cette fois de véhicules immatériel de la conscience. Alors, ma petite question, déjà, est-ce que j'ai bien compris ce modèle-là? Qu'est-ce que tu souhaites préciser dessus? Et puis peut-être, voilà, sur des terminaisons sémantiques, à un moment donné, tu parles de champ akashique. Alors, je voulais savoir exactement comment tu le situes. Tu parles aussi de mémoire holographique. Est-ce que c'est à quel niveau, voilà, ça se trouve aussi, cette mémoire-là? Comment tu peux la définir? Et puis, dernière question, je te les donne toutes d'un bloc, comme ça tu en feras ce que tu souhaites. C'est de savoir justement, vu que tu fais référence aux travaux de Jung, j'imagine que tu acquiesces cette dimension de l'inconscient collectif et peut-être que le soi fait partie, selon toi, de cet inconscient collectif. Ouais, reste beaucoup de questions. Résumer la physique de la conscience en 1/6 du temps disponible, je ne sais pas si Autant d'autant que tu veux, Philippe, t'inquiète pas. j'avais commencé à la fin du pic de l'esprit à dire, voilà, en fait, on a besoin d'un autre versant de l'univers, d'un univers miroir, etc., pour loger, pour loger le soi, pour loger l'âme au sens supérieur. Et parce que j'avais tout un tas de raisons, à la fois dans le domaine de la physique et dans le domaine d'autres domaines, toutes sortes d'écrits. Moi, je vais piocher l'information partout, hein. J'ai toujours développé, depuis mon adolescence, même mon enfance, mon intuition en adoptant un principe qui a super bien marché. Euh, J'y pense maintenant parce que j'en ai parlé dans une récente conversation avec un ami et je me suis dit, mais bon sang, mais j'aurais dû en parler dans le grand virage. Donc j'en parle ici. Donc c'est un scoop. C'est quelque chose, je crois que je l'ai écrit dans le Pic de l'Esprit. Ouais, oui, je l'ai écrit dans le Pic de l'Esprit. C'est-à-dire que, en fait, pour développer son intuition, pour développer son intelligence émotionnelle, parce que ça, c'est un aspect très important de mon bouquin, du grand virage, lorsqu'on a compris quelque chose, lorsqu'on s'instruit, lorsqu'on lit des bouquins, n'importe quoi, que ce soit des bouquins de maths, de physique, d'ésotérisme, de philosophie, de métaphysique, etc. Lorsqu'on a compris quelque chose et qu'on ressent qu'on a vraiment compris quelque chose,
il faut s'empresser de l'oublier. Retenez bien ça, parce que c'est très important. J'en ai parlé dans le pic de l'esprit, mais je pense que j'ai pas suffisamment insisté là-dessus. Il faut s'empresser de l'oublier parce que sinon le mental s'en empare et comme ça vous a plu, il va fabriquer un système autour de ça et il va tout faire dégénérer, si on peut dire. Il va s'enfermer là-dedans et il va empêcher que les autres intuitions incompatibles avec ce système débarquent. Et donc dans toute sa vie, la personne va subir un formatage qui va venir du fait qu'elle aura été, elle va conserver une structure mentale qui viendra de ses premiers amours intellectuels, si on peut dire, et qu'elle ne va pas développer son intuition parce que l'intuition, elle peut en avoir de temps en temps, mais elle va trouver ça peut-être pas, que ça lui correspond pas, ou étranger, elle va pas savoir faire la différence entre une intuition qui vient de son expérience ou une intuition qui est vraiment transcendante. Et donc, ça, c'est un point très important parce que c'est lié, en fait, justement, à la connexion au soi. C'est en tout cas lié à la connexion qui nous permet de recevoir des informations qui viennent de notre mental supérieur. D'accord? Parce que l'intuition reçoit les informations du mental supérieur. C'est deux niveaux de la conscience supplémentaires qui sont ignorés par la science et que moi, j'ai introduit parce que la physique nous y invite à mon sens et j'ai publié là-dessus, j'ai expliqué pourquoi. Hein, ça vient de l'indéterminisme de la physique, c'est-à-dire que la physique, elle considère que tout est déterminé par la causalité, donc par les équations, mais en fait, c'est faux quand on fouille un peu. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc, pour expliquer ce qui arrive dans le présent, on ne peut pas le déduire du passé. Il faut rajouter de l'information. Ça, c'est la conscience et le libre arbitre. Et pour expliquer que notre futur est déjà réalisé, et donc où est-ce qu'on va présentement, ce n'est pas déterminé par nous non plus. C'est déterminé par justement cette entité supérieure de nous-mêmes avec laquelle il est très important d'être en communication puisque c'est d'elle que nous recevons via le canal émotionnel, les informations qui vont nous permettre de rejoindre notre meilleur futur. Voilà, c'est ça que j'ai approfondi dans le grand virage par rapport au pic de l'esprit. Et si j'ai pu l'approfondir, c'est aussi parce que j'ai eu confirmation durant les années suivantes, 2018, 19, 20 même, que la physique empruntait ce chemin, mais aussi et j'ai aussi redécouvert dans les dialogues avec l'ange grâce à Marguerite Cardos, mais aussi j'ai découvert ça dans d'autres écrits, des classifications par la CIA d'informations sur un modèle qui permet de comprendre les sorties de corps, etc. Mais enfin, prenons la physique simplement, les découvertes, les calculs des grands physiciens comme H. Carr, ensuite repris par Rovelli, et les publications qu'ils ont faites consistent à dire, là, depuis 1 ou 2 ans, que dans les trous noirs, l'information qui va dans les trous noirs, elle se retrouve catapultée dans le futur et elle ressort par le biais d'un trou blanc dans un autre univers. Or, mon interprétation d'un autre univers, c'est dans un autre univers du multivers. Or, mon interprétation du multivers, c'est que ce sont toutes les branches de l'univers qui nous appartient. La physique n'étant pas déterministe, on doit intervenir toutes ces branches-là. Et donc, ça veut dire que l'information qui est catapultée dans les trous noirs se retrouve dans l'une des branches de notre futur. Voilà. Et donc, comme par ailleurs, je sais que ce qui se trouve entre les trous noirs et les trous blancs, enfin, je ne suis pas le seul, enfin, n'importe quel autre physicien pour ce qui concerne. Prenez même le théorème, le modèle Janus de Jean-Pierre Petit. On me dit souvent que je ne le cite pas assez, que j'en parle pas assez. Ben voilà, j'en parle. Bon. Mais il n'y a pas que Janus, il y a aussi d'autres modèles d'univers miroir qu'on peut imaginer. Eh bien, voilà, c'est cet univers qui est en fait l'autre versant de notre univers qui construit notre futur, ou en tout cas toutes nos possibilités futures, pendant que nous, on est en train de construire notre passé. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait dans notre vie? On se construit un passé. Et on choisit notre passé par les choix que nous faisons dans le présent, parce que les choix que nous faisons dans le présent déterminent ce qui va être, ce qui va avoir lieu et qui va se retrouver dans le passé. Eh bien, considère que notre soi, c'est l'autre partie de nous-mêmes qui fait les choix
de futurs potentiels qu'il aimerait que l'on vive. Simplement, pour qu'on arrive à les vivre, il faut qu'on arrive à capter sa vibration, parce qu'entre les deux univers, l'information ne peut passer que de manière vibratoire, c'est-à-dire gravitationnelle, parce que ce qu'on appelle les vibrations de la conscience, bon ça, je n'ai pas le temps de l'expliquer, ça correspond à des vibrations gravitationnelles, et donc quanto-gravitationnelles. Je rejoins ainsi d'ailleurs la thèse du prix Nobel de physique, Roger Penrose, qui est le physicien le plus illustre de la planète, puisque c'est lui qui a le premier proposé cette théorie de la conscience quantique, où il dit que la conscience elle-même, au moins dans ses choix, l'information de la conscience est liée à la structure intime de l'espace-temps, aux atomes de l'espace-temps, c'est-à-dire à la gravité quantique. Donc c'est bien de quanto-gravitationnel ce dont on parle. Or, la façon de communiquer entre ces deux univers ne peut être que vibratoire, donc vibrationnel, quanto-vibratoire, si on peut dire, ouais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est important de se déconditionner, et ça c'est tout ce que je raconte dans tous mes livres, très important de se déconditionner pour pouvoir accueillir, recevoir ces vibrations, ce qu'on ressent sous forme de joie, ce qui nous apporte un éclaircissement, une intuition sur qui nous sommes, sur le sens de notre vie, et qui fait germer une intention qui, à ce moment-là, correspond à la vibration qu'on a reçue et qui va pouvoir adresser le nouveau futur que notre soi souhaite qu'on réussisse à atteindre. Et donc, ça va provoquer les synchronicités ou la chance ou tout ce qu'on veut pour qu'on y arrive. Voilà comment ça marche, d'accord? Voilà la conscience de la physique de la conscience résumée en 15 minutes. Merci beaucoup, Philippe. Je sais que c'est assez sportif, mais c'est beaucoup Ah ouais, plus clair. Et, et effectivement, alors tu le dis et tu viens de nous l'expliquer. Je reprends une phrase du livre où effectivement tu nous dis, et c'est ce que tu viens de dire, le multivers nous appartient et nous adressons la branche que nous allons vivre dans le futur par nos pensées portées par la vibration de nos émotions. Et donc effectivement, on voilà. entend bien l'idée que nos émotions, finalement, elles envoient aussi des vibrations et que c'est quelque chose qu'on peut avoir en retour. Et tu parles beaucoup de la méditation, et ça, je trouve que c'est un point de vue qui est très intéressant, où tu nous dis, mais finalement, la méditation, elle est aussi liée sans doute à l'augmentation de l'épaisseur du temps de la conscience. Et finalement, c'est ça qui nous permet justement de nous connecter à l'intuition et à notre soi, si j'ai bien compris, et qu'effectivement, l'émotion de la joie, c'est quelque part l'indicateur ou le message que nous envoie notre soi pour nous dire qu'on est sur le bon chemin ou la bonne route à suivre. Alors, avec ce petit paradoxe qui est peut-être pas si simple à appréhender au début, parce que tu en parles d'ailleurs et tu nous dis, mais moi, je suis pas tellement d'accord avec ce que dit le secret. C'est-à-dire que dans le secret, il suffit de penser à quelque chose, on envoie de la vibration par ces pensées-là, qui souvent sont des pensées positives, et ça va se matérialiser dans le réel. Mais toi, tu dis non, le fait c'est plus complexe que ça, il suffit pas de modéliser son réel par la pensée, parce que c'est pas nous qui décidons, en fait, c'est le soi GPS qui nous guide. Alors comment, c'est cette question qui est pas si simple d'avoir à la fois un futur qui est déjà écrit, et en même temps la liberté de cet espace du libre arbitre et de se dire à la fois je peux décider et puis je peux modéliser des pensées, mais en même temps c'est quand même le soi GPS qui décide. Comment est-ce que les deux cohabitent finalement? Si on veut un espace-temps cohérent ou si on veut préserver la cohérence de l'espace-temps, il est indispensable que le futur soit déjà écrit à tout moment. D'accord? C'est la physique qui nous invite à le penser. Simplement, ce qui se passe, c'est que c'est pas parce que pourquoi? Alors déjà, pourquoi ça? Pour un tas de raisons. C'est-à-dire que il y a différents niveaux de réalité. Et puis même, bon, il y a le niveau individuel. Allez, prenons simplement le niveau, l'échelle individuelle, l'échelle collective. L'échelle collective, ça va être la somme de toutes les échelles individuelles. Au-dessus de l'échelle collective, où il va y avoir toutes les consciences à des étages supérieurs, qui plus on monte d'un étage supérieur et plus on réalise le futur, mais pas dans
pas dans ces détails. Plus on réalise le futur, comment dire, d'une manière approximative. La Terre, notre planète, a une conscience dont l'épaisseur de temps va être de l'ordre de l'année. Hein. Bon, ça, je ne vais pas expliquer pourquoi, j'en ai parlé dans le Clic de l'Esprit. Nous, on a une épaisseur de temps qui est 3 millions peut-être de fois plus. Voilà. Bon, mais la Terre, il est évident qu'elle elle vit notre futur, mais pas dans les détails. C'est nous qui allons régler les détails. Enfin, ça veut dire qu'il y a déjà au moins une partie de notre futur qui est réalisée, pas dans les détails, du simple fait qu'on est plongé à l'intérieur de conscience supérieure, et je mets entre notre planète et nous, je mets aussi l'humanité, l'inconscient collectif de l'humanité, la conscience collective de l'humanité qui, elle, vit à son autonomie et vit dans une temporalité beaucoup plus grande également que la nôtre, peut-être de l'ordre de celle du soi d'ailleurs, je pense que c'est même ça. Puisque le sens de la vie du soi, c'est d'intervenir sur une civilisation. Nous, on intervient sur un siècle plus, mais le soi, lui, il intervient sur une civilisation. Donc, nos soi sont reliés à la conscience collective, donc à l'histoire humaine. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, autant de raisons de comprendre que le futur est forcément déjà réalisé, pas forcément dans les détails. Ce qui vient de la physique et qui nous dit que c'est réalisé aussi dans les détails, c'est l'existence, c'est la théorie de l'univers bloc, c'est aussi la possibilité de voyager dans le passé, tout comme dans le futur, ou au moins dans le passé d'envoyer de l'information. Et dans le futur, d'y voyager réellement physiquement, hein, c'est le voyageur de Langevin, etc. Donc, on ne va pas voyager dans un futur ou dans un passé qui soit n'existe plus, soit dans un futur qui n'est pas encore bien défini, non. Donc, et alors, est-ce que c'est possible de penser ça? Ben oui, puisque prenons l'exemple du GPS, parce qu'il faut bien comprendre que tout ça, c'est pas quelque chose, notre futur, tout comme notre présent n'est pas quelque chose qui est fait de matière, c'est juste de l'information. Bon, ben, l'information de notre futur, c'est un arbre d'information. C'est exactement la même chose qu'un territoire. Et donc, un territoire, quand on dit que notre futur est déjà réalisé, ça veut dire qu'on a déjà tracé la route à suivre. D'accord? Or, quand on suit une route, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir la modifier. Il y a le GPS qui le fait. On peut la modifier dans le présent en ne suivant pas la route prévue. Et donc, ça permet d'exercer son libre arbitre. Et ça n'est pas incompatible avec la stabilité de l'espace-temps, puisque immédiatement, on recalcule tout. Et quand on peut même modifier le futur, dans ce cas-là, c'est notre soi, à condition qu'on en ait capté l'intention, parce que rien ne va se passer si on n'a pas capté la vibration de ce nouveau futur. Pareil, si on modifie le futur, ça ne bouleverse pas la structure de l'espace-temps, pas plus qu'un GPS, lorsqu'on modifie la destination, ne bouleverse le territoire qui a besoin d'être traversé. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Oui, merci beaucoup, Philippe. Et alors, est-ce que je me trompe si je reformule ainsi en disant que finalement, nos intentions, elles se réalisent quand elles sont en accord avec le soi? C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que, admettons, Oui, voilà. Oui, j'envoie. parce que oui, j'ai oublié. Oui, c'est ça. J'ai oublié de parler du New Age, de la loi d'attraction, du secret, qui sont à jeter à la poubelle parce que ça ne repose sur aucun modèle et donc, évidemment, ça raconte n'importe quoi puisqu'on te fait croire que tu peux devenir riche rien qu'en ayant l'intention de devenir riche. Alors, c'est possible pour ceux qui sont faits pour devenir riches. Hein. Parce que, en fait, voilà, si on n'a pas capté le sens de sa vie, on ne peut pas, et on va émettre une intention qui va venir de son conditionnement et donc de ce conditionnement mental. Donc, on va être dans l'ego, etc. Et on va s'apercevoir que finalement, ça ne marche pas. Ou alors, si ça marche, c'est parce que c'était déjà là. Enfin, bon, ça va pas être créatif. Le mental et la conscience consciente, le mental et l'émotionnel ne peuvent pas créer quoi que ce soit. Ils sont créateurs de notre futur, mais de notre futur, déjà, ils sont déjà, notre mental et notre émotionnel conscient sont déjà corrélés à ce qui va nous arriver dans le futur. Alors ça, c'est vachement important de le savoir quand même. Hein. Voilà. Et si on veut changer ce futur, donc pourquoi changer un futur qu'on ne connaît pas? Il n'y a qu'à regarder quel est notre état d'esprit
ce qu'on vit, dans ce qu'on a vécu dans le passé. Et est-ce qu'on est toujours dans le même état de conscience qui a généré ces erreurs du passé, par exemple? Bon, ben, le futur va continuer dans cette direction-là. Et pour sortir de ça, c'est pas le mental qui va pouvoir nous en sortir. Au contraire, le mental, c'est ce qui est le plus conditionné. Donc, c'est la connexion au soi, qui est une connexion vibratoire et donc émotionnelle, parce que je te rappelle que l'émotion et le mental, ce sont les deux aspects de la conscience qui est l'espace, parce que la conscience et l'espace sont indissociables. Et l'espace, il a deux aspects que sont le spatial et le temporel. Quand je parle d'espace-temps, il a deux aspects que sont le spatial, les informations réparties et qui interagissent, voilà, qui permettent de faire des classifications et des interactions entre zones. C'est à l'image du cerveau, c'est pour ça qu'on ne comprend que le mental dans le cerveau, mais on ne comprend pas la plus grande intelligence qui est plus holistique et qui est vibratoire, parce qu'on ne comprend pas que l'émotionnel, c'est lié aux vibrations de l'espace. D'accord? C'est des vibrations de l'espace. L'espace, les vibrations de l'émotionnel existent, l'espace n'existe pas. D'accord? C'est pas l'espace qui existe. Bon, je pourrais développer cette histoire d'espace qui n'existe pas vraiment. Hein. Il n'existe que des interactions entre objets qui ont des relations et c'est le relationnel qui fabrique l'espace. Hein. Voilà. Si on a compris ça, on comprend mieux les ovnis en plus. Et écoutez de temps en temps Carlo Rovelli vous dire que effectivement l'espace, on n'en a pas forcément besoin et que c'est ce qui compte, c'est les relations entre les objets. Donc voilà. Et donc quand même les vibrations de l'espace ça existe, mais il y en a de toutes sortes évidemment. Et c'est surtout par l'intermédiaire des théories de gravité quantique qu'on se rend compte qu'elles ont une importance fondamentale puisque c'est elles qui sélectionnent le futur à vivre. On regarde la théorie des cordes. La théorie des cordes, le futur à vivre, c'est-à-dire dans quel univers on vit, est sélectionné par une variété de 10 puissance 150 possibilités de vibrations de l'espace. Vibration de quel bio? Ça fait beaucoup. Et donc, voilà, et c'est pour moi, c'est une des premières choses qui m'ont fait comprendre que la conscience était liée aux vibrations de l'espace, puisqu'il n'y a pas de libre arbitre sans changer les vibrations de l'espace, et il n'y a pas de libre arbitre sans conscience. Donc, voilà. Mais il y a plein d'autres raisons de relier la conscience à l'espace. Et en plus, on a plein de témoignages qui le confirment. Il n'y a pas que les ovnis, il y a aussi les expériences de mort imminente, les expériences de sortie de corps, les perceptions extrasensorielles. Il y a tout un tas d'autres. On a tout un tas d'autres raisons de relier l'espace à la conscience. Et donc de cela, il sort que ce sont nos vibrations et donc émotionnelles hein, qui adressent notre futur à vivre. Et en général, c'est notre futur à vivre qui crée des vibrations, qui crée notre état de conscience ordinaire. Parce que le conditionnement, c'est ça. Le conditionnement, c'est simplement d'être coincé sur sa ligne de temps actuelle et de ne pas pouvoir en sortir. Donc, notre conscience, c'est simplement elle se trouve dans l'habitacle d'un véhicule qui est en pilotage automatique. C'est le cas de la plupart d'entre nous, la plupart du temps, enfin, des peuples conditionnés, mal instruits. La conscience. Bon, je pense que ici, dans ce groupe-là, vous savez tous que la conscience, n'est pas créée par le cerveau. On pourrait donner toutes les raisons. Et donc, le meilleur modèle pour comprendre ça, c'est de considérer que la conscience est enfermée à l'intérieur d'un habitacle, l'habitacle d'un véhicule qui est le corps. L'habitacle, c'est peut-être le cerveau. Et de temps en temps, il y a des anomalies qui font qu'on peut en sortir. Et donc là, du coup, on voit mieux ce qui se passe à l'extérieur que quand on est dedans. Donc c'est le cas des expérienceurs. Donc qu'est-ce que j'ai... Oui, non, j'ai peut-être un peu dérivé. Non, je t'en prie, Philippe. Justement, c'est vrai que c'est un point que je n'ai pas précisé. Il est très pédagogique aussi par rapport aux autres parce qu'il y a beaucoup de schémas. Et c'est vrai que tu abordais cette question de l'espace. Et
Alors ça fait frissonner parce que quand tu montres tes schémas, effectivement, avec le tunnel, enfin, c'est très pédagogique, on comprend mieux parce que c'est vrai que c'est des choses, comme on est avec notre cerveau actuellement et dans le temps présent, c'est difficile à appréhender. Mais c'est vrai que voilà, avec tes explications et les schémas, on comprend quand même de suite mieux. Et alors, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est la thèse aussi que tu développes et on va en parler maintenant sur justement cet épisode sur la pandémie qu'on a tous vécu. En fait, ce qui est très intéressant, c'est cette théorie que tu développes et qu'on retrouve en fait dès la couverture du livre. Je pense que bien sûr tu les as aiguillés et c'est un fait exprès, où effectivement on comprend que voilà, il y a un futur qui est là et qui est plutôt foncé, plutôt urbain, plutôt mécaniste, et puis effectivement une autre voie qui se crée, que tu appelles le futé lumineux. Alors là, c'est assez intéressant, effectivement, la manière dont tu opposes quelque part ces deux visions, puisque de ce qu'on comprend, le futur, en fait, c'est toute cette vision tout à fait transhumaniste où l'homme est ramené à une condition d'homme-machine, où effectivement, il a, comme tu le dis, les puces sous la peau, il est repéré partout. Ça, quelque part, tu nous dis, c'était ce qui était destiné, c'était le futur. Et en fait, le Covid, quelque part, nous a réveillés, a permis que justement ce futur ne se réalise pas pour laisser la place à ce que tu appelles donc le futé lumineux, et que finalement cette vision transhumaniste où ce serait voilà, Big Pharma, etc., qui aurait un rôle important à jouer, et bien quelque part le Covid, de part, et alors là c'est la question aussi que je vais te poser, de par les bugs et l'irrationalité qu'on a pu en voir, finalement, toi tu dis, c'était tellement irrationnel, c'était tellement dingue et fou et visible, finalement, toutes les contradictions qu'on a pu vivre dans cet épisode-là, que tu dis, bah, pour moi, c'est le symptôme que justement, on a changé, on a pris un autre virage, parce que c'est l'irrationalité qui joue pour toi le rôle d'indice que voilà, le futur est devenu futur et laisse place au futur lumineux. Est-ce que j'ai bien compris? D'accord, je vais expliquer ça. Alors juste, je voudrais remercier Benoît qui est là, je crois, pour cette couverture. Benoît Flamec, qui m'a fait une super couverture et vraiment, je le remercie ici même. Et donc, elle est géniale, cette couverture, où effectivement, on voit les deux chemins. Enfin bon, tout a un sens là-dedans. Il y a la symbolique à redécouvrir. C'est bien de l'étudier. Et donc, voilà, on voit ce futur qui part à gauche, mais finalement, c'est pour venir se planter à droite. Et puis, ce futé lumineux qui part à droite et voilà, qui s'envole. Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, eh ben, le futur, c'est le futur transhumaniste auquel notre humanité est naturellement conduite depuis plusieurs siècles, puisque c'est le résultat d'un système dans lequel l'homme finit par accepter l'idée que tout est mécanique, qu'il est une machine biologique, qu'il convient donc de réparer comme toute machine. Voilà, et puis il finit par se soumettre à un système de plus en plus pyramidal qui nous conduit vers on y allait de toute façon, d'accord? C'est logique de penser qu'on y va, puisque c'est la pensée et l'émotion qui nous emmène vers ce futur-là. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un virus qui a débarqué. On peut parler de hasard si on veut, et qui a tout changé. Puisque, alors, c'est pas aussi simple. Hein. Je vais expliquer pourquoi ça a tout changé. Si on parle de la théorie de la double causalité qui explique le mécanisme des synchronicités qui se produisent pendant les grands changements dans une vie. Donc là, je vais passer du niveau individuel au niveau collectif et je vais considérer le grand changement potentiel qui change qui fait le grand virage de l'humanité, en disant que voilà, un grand changement, ça se produit selon la double causalité en trois phases. Il y a d'abord, on est conduit par des coïncidences étranges jusqu'à une opportunité assez extraordinaire. Et là, il y a une décision qui est prise qui change la vie. Et parfois, c'est pas systématique. Quand c'est un peu brutal, surtout, c'est lorsque c'est brutal, hein, puisque là,
du coup, ça va radicalement passer, eh bien, il y a une résistance du futur qui se traduit par des pannes, des défaillances, etc. Bon, ça, moi, je l'ai vécu. On peut le vivre à petit niveau, tout petit niveau journalier, lorsqu'il s'agit de signer un contrat et qu'on a la loi de l'emmerdement maximum, ou l'effet démo, etc., au moment de faire la démonstration, voilà, bon, ça peut se vivre lorsqu'on on change sa vie par une rencontre, l'achat d'une maison, n'importe quoi, etc. Donc moi, ce sont effectivement des coïncidences qui m'ont amené à cette grande opportunité qui a changé ma vie. Et j'ai vécu une résistance. Et puis c'est facile à comprendre que s'il y a un nouveau futur qui vient pointer à l'horizon, bah, il n'arrive à s'installer et à remplacer l'ancien que par des hasards assez extraordinaires. Et après, il faut valider tout ça. Et donc, si ça nous emmène à prendre une décision comme l'achat d'une maison, ou en l'occurrence, là, la décision de confinement mondial, ça change tout. Parce qu'après, les conséquences vont faire qu'on va plutôt aller vers l'ancien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a eu des coïncidences? Alors, la décision extraordinaire qui fait qu'on peut suspecter un grand changement, un grand virage, c'est la décision du confinement mondial. C'est d'autant plus extraordinaire qu'on a eu de tout temps des virus infiniment beaucoup plus virulents et on n'a jamais pris ce genre de décision. J'ai encore pas compris, enfin, on peut encore se poser des questions. Il y a de quoi devenir complotiste, complotiste sévère. Voilà. Euh, je le plaisante. Alors, est-ce qu'il y a eu des coïncidences étranges qui nous ont emmenés vers cette décision de confinement? Eh bien, oui, il y en a eu. Alors, moi, j'en ai compté 5, mais il y en a d'autres. La plus importante, c'est le fait que ce virus débarque au moment de l'effondrement financier. Parce que l'effondrement financier, prévu depuis des années, que j'avais même moi prévu dans mon livre Le Pic de l'Esprit, je l'avais daté pour 2020, il a commencé en septembre 2019 avec les rachats massifs de la Fed, enfin des planches à billets de centaines de milliers de dollars par semaine, etc. Donc il a commencé là. Ensuite, deuxième coïncidence étrange, c'est le virus arrive au moment même, quasiment, enfin un mois après, ou peut-être même au moment même, suivant l'origine du virus. Si on dit que l'origine du virus, c'est à la mi-novembre, le patient zéro, ou il y en a qui disent que c'est pendant les Jeux Olympiques de Wuhan, eh bien, c'est arrivé au même moment que la fameuse simulation de pandémie Event 201, organisée par le Forum économique mondial, Bill Gates et compagnie, etc. Voilà. Une simulation qui prévoyait, qui a pris pour base l'émergence d'un coronavirus. Donc voilà, ils simulent cet événement. Ils vont jusqu'à parler donc du confinement et de qu'est-ce qu'il faut faire contre les gens qui vont être contre les mesures sanitaires, les complotistes, etc. Tout a été simulé au moment, alors que le virus n'était pas encore censé être détecté. C'est quand même une sacrée coïncidence, d'accord? Ensuite, il y a eu la coïncidence entre l'arrivée du virus et à un endroit où il y avait un laboratoire P4. Alors, même si on dit que c'est un accident, alors, parce qu'officiellement, il n'y a aucun rapport. Mais bon, de plus en plus, il commence à être admis que ça pourrait bien être un accident. Mais même si on dit que c'est un accident, pourquoi cet accident arrive à ce moment-là? Encore une fois, pourquoi en même temps que toutes ces choses? Ensuite, le dépôt d'un projet de loi au Sénat début décembre pour autoriser les mesures de confinement. Mais ce dépôt de projet de loi, il a été conçu 5 mois avant par un type, franchement, bon. Ensuite, en janvier, on a interdit le seul médicament susceptible, enfin, on a interdit pour des raisons indépendantes, encore une fois, de l'émergence du virus, puisque ça a été décidé 1 an ou 2 ans plus tôt. On interdit, on classe comme, je ne sais plus comment, on interdit en vente libre le hydroxychloroquine, qui est le seul médicament potentiellement crédible pour, voilà. Donc ça fait quand même, ces coïncidences ont d'ailleurs fait le lit des théories du complot. Il est d'ailleurs pas complètement, c'est-à-dire, on sait que le complotisme aujourd'hui, c'est pas forcément, je veux dire, être intelligent et être complotiste, c'est presque synonyme, à moins d'être
complotiste sévère. Donc, il n'est pas interdit d'envisager l'idée qu'effectivement, il y aurait une sorte de groupe mondialiste qui aurait décidé de faire tout ça pour résoudre et les problèmes de la crise financière et nous amener vers le Great Reset, etc. Sauf que ça tient pas la route, ça, parce que justement, les choses sont pas faites dans le bon ordre. On, c'est ça qui est assez génial en fait quand on te lit, parce que la liste que tu viens de faire là, on la retrouve très ouais. précisément dans le livre où tu dis mais regardez, ces coïncidences-là, elles sont juste énormes. Et tu fais une liste qui Ouais. est bluffante et qui est tout à fait exhaustive. Et ce qui est génial, c'est que de fait, ton livre, il devient presque un manifeste anticomplotiste parce que tu dis, bah, c'est vrai que ces coïncidences-là, elles sont surprenantes et du coup, on pourrait de suite tomber effectivement dans la thèse Alors, complotiste. Et tu dis, j'ai c'est décidé, justement parce qu'il y a ces c'est coïncidences-là pour qui n'ont aucun lien entre elles que ça valide ta conception effectivement du Alors, futur de la c'est Terre. effectivement une interprétation qu'on peut qualifier d'anticomplotiste, mais si je fais ça, c'est pour nous montrer que, en fait, cette interprétation, elle conduit à une issue très positive, hein. Alors que les complotistes les vrais, vont s'acharner à lutter contre une intention de nous emmener vers le transhumanisme, et en luttant contre, on finit par finalement accepter d'y aller, quoi. Parce que le futur est construit par la vibration, hein. Donc, et en plus, je dis quand même à la fin du livre, hein, et j'apporte quand même quelques nuances, que je suis pas, on peut envisager la thèse du complot raté, hein. Et on peut aussi considérer, parce que je ne nie pas l'instrumentalisation, c'est-à-dire que je considère, par contre, il est clair, mais c'est pas un complot, c'est une instrumentalisation avouée. En juin 2020, on a appris que les mondialistes, je ne sais plus, Christine Lagarde, la Banque centrale, Klaus Schwab, etc., il n'avait pas encore sorti son bouquin, mais on a appris que l'intention des mondialistes était de nous emmener vers un Great Reset qui correspond à la vision de Klaus Schwab, c'est-à-dire à déclencher la 4e révolution industrielle qui va petit à petit tracer l'humain et nous conduire au transhumanisme. Donc tout ça, ça a été dit. Tout a été dit, que même le fait de nous amener à une nouvelle monnaie numérique, ça a été dit. Donc, reset financier, ça a été dit. Nous tracer, ça a été dit. Tout a été dit. Donc, c'est pas un complot, c'est une, comment il appelle ça, Klaus Schwab? Il s'agit de saisir l'opportunité du virus pour, finalement, réaliser un programme qui existait déjà, hein. Bon, moi, je, mais la raison principale pour laquelle il faut faire attention au complot, parce que la théorie du complot, au vrai, hein, les complots, ils ont toujours existé de tous les temps, mais la théorie du complot de base, ça consiste à donner à attribuer une trop grande intelligence à un groupe de manipulateurs. Et ça, franchement, non, ça tient pas la route. Il n'y a pas de groupe de manipulateurs qui se sont entendus, etc. Moi, je donne une autre explication qui nous responsabilise beaucoup plus. Ce qui ne veut pas dire, entre parenthèses, que des gens n'ont pas pensé il y a des décennies que s'il y avait un virus, ça pourrait peut-être nous arranger, les arranger eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont passé l'acte. C'est trop compliqué de mettre en œuvre, de faire un complot. Donc, à moins que ce soit un complot complètement raté, comme ça a l'air d'être le cas. Mais bon, je préfère évacuer cette thèse parce que ça ne sert à rien, absolument à rien, de dénoncer des mauvaises intentions. Ces mauvaises intentions, elles sont mauvaises que pour celui qui dénonce. Elles ne sont pas forcément mauvaises pour celui qui est manipulateur, qui lui considère qu'il fait le bien, peut-être. Et surtout, je voulais nous responsabiliser, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas, surtout lorsqu'il s'agit d'un grand virage, d'un grand changement de l'humanité, considérer qu'il y a juste un petit groupe de personnes qui seraient responsables de ce grand changement. Ça ne tient pas la route, puisque le futur est déjà là avant qu'il soit né. Donc le futur transhumaniste était déjà là avant que ces manipulateurs soient nés. Donc, ce sont par contre des relais de la résistance du futur. Ce sont les manipulateurs, enfin, qui ne sont pas des manipulateurs, encore faudrait-il
prendre conscience du fait qu'on manipule. Alors, ça existe, les manipulations dont on est conscient. Et là, en l'occurrence, pour un événement aussi considérable que ce qui se passe en ce moment, je ne nie pas l'instrumentalisation, mais dire que tout ça, ça a été conçu avant, ça implique attribuer une trop grande intelligence et se déresponsabiliser soi-même. Voilà. Nous sommes tous collectivement responsables de ce futur, soit parce que on a été conditionné à penser que nous étions des machines, soit parce que on a envie de lutter contre cette tendance-là, ce qui revient au même, parce que les mauvais futurs sont ceux qui sont on y revient toujours en agitant la peur. En fait, pourquoi est-ce que les gouvernants ont intérêt à faire peur au peuple? C'est parce que ça leur permet d'imposer leurs objectifs. Voilà, c'est plus facile, c'est beaucoup plus efficace. Quand un peuple est conditionné et qu'on lui fait peur, il va accepter à coup sûr le futur le plus entre générateur d'entropie, c'est-à-dire le futur le plus désordonné ou le plus enfin bon. Et alors, justement, Philippe, parce que donc, de ce que je comprends, c'est parce qu'il y a des coïncidences qui sont trop présentes pour être hasardeuses pratiquement, et que justement, il y a ces vibrations qui sont des vibrations basses de peur, et puis qu'il y a de l'opportunisme aussi, que finalement, pour toi, ce sont des traces justement de ce futur. Alors, j'ai presque envie de te poser la question. Les traces, ouais. Pas les traces du futur, les traces du futur, les coïncidences. Oui, enfin, oui, j'ai oublié de dire la troisième phase. Effectivement. La troisième phase, c'est une fois, parce que oui, donc le confinement, on a tous, beaucoup de personnes ont eu l'intuition que c'était une excellente nouvelle. Et c'est vrai que ça a dépollué la planète pendant un certain temps, etc. Donc enfin, les personnes qui croient dans l'éveil de la conscience, etc., ont eu l'intuition que c'était une excellente nouvelle et que ça allait nous conduire vers le bon futur. Ce n'est que dans un second temps qu'on a vu arriver les mesures complètement délirantes, complètement irrationnelles. Et là, tout ce qui est défaillance, irrationnel, panne, c'est quelque chose qui est typique de la résistance d'un ancien futur. Donc on avait des coïncidences étranges. Oui, et puis il y avait une chose intéressante dans ces coïncidences étranges, c'est qu'elles ont toutes favorisé la décision de confinement. La première avec la crise financière, l'effondrement financier, il est évident qu'un peuple confiné est beaucoup plus facile à gérer en cas d'effondrement financier. La seconde, le Great Reset, il était justement question, l'Event 201, la simulation, il était justement question de simuler un confinement. Donc ça l'a favorisé, puisque quand on simule, on va mieux s'y préparer. Et je crois que le virus éventuellement. Ah, pardon. Ouais. Tu dis même aussi à un moment donné, si finalement il y avait les ovnis qui étaient là, le fait qu'on soit confiné, ça permet aussi que la rencontre ne se fasse pas, quoi, et que ce soit des. Je n'ai pas écrit ça. Ah, ouais. Excuse-moi, j'ai cru. Ok, donc c'est moi qui projette. Le virus est éventuellement échappé d'un laboratoire. Si effectivement il est fabriqué par l'homme, ça donne une raison de plus de s'en méfier, de ne pas le considérer comme une grippe ordinaire et donc de confiner. Les mesures favorables, la loi pour autoriser le confinement, évidemment, ça favorise le confinement. Et puis, la suppression du seul médicament qui, à l'époque, apparaissait pouvoir guérir le Covid, évidemment, puisque pour confiner, il faut qu'il n'y ait pas de traitement. Donc, toutes ces coïncidences ont favorisé une mesure qui, en fait, est une mesure qui pourrait être excellente pour l'humanité si on en fait autre chose que ce qu'on en fait. Parce que être capable mondialement de confiner toute une population, ça permet de dépolluer la planète et ça permet aussi d'adopter des mesures qui auraient pu être, mais ça n'a pas été le cas, par exemple, au lieu de supprimer tous les métiers de la restauration, là, pendant X temps, on aurait pu supprimer l'élevage industriel. Ça aurait fait un bien fou à la planète. D'accord? Les gens, ils auraient pu manger que de la viande qu'une fois par semaine. Ils auraient continué d'en manger, mais il n'y en aurait plus dans les supermarchés. Personne n'en serait mort.
Enfin, bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que même les mesures ne sont pas forcément négatives. Sauf que ce qui est arrivé quelques mois après, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y a tous les conseils de scientifiques devenaient cinglés, quoi. C'est-à-dire qu'ils voulaient. Enfin, les gouvernements, bon, il faut chercher l'argent, hein, ce que j'explique, d'où ça vient. Évidemment, les mesures, on sait qu'on peut les expliquer par l'argent. Mais elles sont tellement irrationnelles qu'elles sont contre-productives. Il commence à y avoir une très grande proportion de la population qui ne va jamais accepter, hors de question, d'aller vers d'accepter cette dictature. C'est absolument incroyable. Et après, on a appris qu'il y avait bel et bien une instrumentalisation. Et cette instrumentalisation, il ne faut pas juste la comprendre comme étant la volonté d'enrichissement de Big Pharma. C'est aussi et surtout que le traçage numérique, alors au départ par un QR code, mais ensuite qui va être vite remplacé parce qu'on va s'apercevoir que ça ne marchera pas, c'est l'entrée, parce que l'entrée, alors, et là c'est moi en tant qu'ingénieur qui sait ça depuis longtemps et qui peut l'anticiper clairement, c'est le grand marché des objets connectés, l'immense marché des objets connectés qui a du mal à démarrer et qui est fantastique, et 10 à 20 fois plus important que le marché de Big Pharma. Et d'où le fait que Bill Gates et Mark Zuckerberg s'intéressent à ce marché. C'est le marché des GAFAM. Les GAFAM veulent qu'on ait tous une identité numérique détectable partout où on va, pour savoir tout ce qu'on fait et même quel est notre comportement. À terme, ça conduit à ça. Vous ne pouvez pas faire un objet connecté ne sert à rien, et la 5G ne sert à rien, parce que l'utilité de la 5G, c'est ça, hein. C'est pas le débit des vidéos, on s'en fout un peu, franchement. C'est pas pour la 5G, elle a ceci de particulier par rapport à la 4G, c'est que, bon, finalement, elle n'est pas, bon, c'est pas les mêmes fréquences, mais disons que ce qui se passe quand elle détecte un objet connecté, elle est capable de zoomer dessus. Elle détecte simplement sa présence, mais elle va avoir besoin de zoomer dessus pour avoir une réflexion qui contient les informations de l'objet. Donc, c'est pour ça que la 4G ne peut pas faire cette identité numérique mal, ou alors tout près. La 5G, elle est faite pour identifier les gens qui ont un traceur numérique sur eux. Parce que moi, j'ai un truc comme ça pour ouvrir ma voiture. Bon, ça sera beaucoup plus petit. Pour ouvrir la voiture automatiquement, pour démarrer automatiquement, pour tout faire automatiquement, je l'ai en poche. Ce machin-là, je suis à 1 mètre ou 2 mètres de ma voiture. Ça m'identifie, ça ouvre la voiture. Et ça attend que je sois à 5 ou 10 mètres de ma voiture avant de dire, ah ben, ciao, on ferme tout. D'accord? Voilà. Bon, mais il y a plein de sortes de technologies comme ça qui sont déjà sorties, qui vont sortir à l'avenir. Il va y avoir plein. Et ça va être extrêmement compliqué d'en parler parce qu'il va y avoir toutes sortes de composants, toutes différentes formes, des composants passifs, donc sans batterie, des composants actifs avec batterie. Il y en aura qui seront entre les deux, il y en aura qui seront l'énergie du corps, peut-être, mais plus tard. Ça va être extrêmement compliqué, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile d'en parler. Mais je vous ai donné cet exemple-là. On a déjà la capacité de filer même aux gens qui n'ont pas de portable, ça vaudra beaucoup moins cher. Un portable, ça coûte cher. Mais si vous voulez parce qu'à un moment donné, quand on va mettre le QR code pour entrer dans un restaurant, bon, il y en a qui vont pas, on l'autorise pour l'instant parce qu'on sait que ça va pas marcher. Bon, enfin bon, ceux qui réfléchissent, bon, je pense pas que, bon, enfin bon. On autorise d'utiliser un bout de papier à la place, on utilise même de remplir un cahier où on met son nom. Bon, ils savent bien que, bon, voilà. Mais l'important, c'est l'habituation. Ça va servir à rien, ils s'en foutent. Ce que ça ne serve même pas à protéger, ils s'en foutent. On sait que le vaccin ne vaccine pas, on sait que, etc., que les tests ne fonctionnent pas. Le but n'est pas du tout de protéger sanitairement la population. Le but est d'imposer l'habituation du traçage numérique. Voilà. Et ça va paraître inoffensif parce que c'est quoi? Parce qu'au départ, au respect du libre arbitre, on va mettre son portable ou son bout de papier
devant la borne qui va détecter que vous avez un QR code qui vous autorise à entrer. OK. Et après, on va s'apercevoir que, ah bah oui, mais il y a des gens qui utilisent celui de quelqu'un d'autre. Enfin bon. Tout ça, ça va justifier, si on arrive à s'y habituer, ça va justifier que de meilleures technologies apparaissent. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un portable, c'est un objet qu'on met en poche. Et en plus, ça va permettre que vous entrez dans le restaurant sans même savoir qu'on a détecté que vous aviez l'autorisation. Et puis, de toute façon, ils veulent aller beaucoup plus loin parce que ce qu'ils veulent, c'est faire des abonnements pour que les voitures soient capables, parce que les voitures, elles seront bientôt équipées de traceurs numériques. Et ça va permettre d'imposer des abonnements sans faire des péages. Il n'y aura plus besoin de péages. Il n'y aura même plus besoin de radar automatique. Il n'y aura plus besoin de radar. Euh, la 5G, les objets connectés vont remplacer tout ça par des choses qui vont être sans douleur. Simplement, vous ne pourrez plus aller où vous voulez parce qu'il y a des endroits où vous n'aurez pas le droit d'entrer parce que l'identité que vous portez sur vous renvoie à des informations qui ne vous autorisent pas l'accès. Donc, on va vers ce type. Ils veulent. Et une autre raison, une troisième raison, c'est que ça va servir de paiement. Et ça, c'est peut-être la raison la plus importante parce que aujourd'hui, la monnaie ne vaut plus rien virtuellement puisque la valeur du dollar et de l'euro sont chutées considérablement, ne correspondent plus à la production. Hein. La production, c'est peanuts. Correspondent au trilliard de planchettes billets depuis 2008 pour empêcher les banques de s'effondrer. Donc, la monnaie euro-dollar ne vaut plus rien. Rien, virtuellement, parce qu'évidemment, elle vaut tant que les gens ont confiance en elle. Évidemment, c'est comme ça, c'est le principe d'une monnaie. Mais c'est pas tenable, parce que ça crée une situation qui agrandit le fossé entre la richesse et la pauvreté, qui crée des riches qui ont des fortunes qui dépassent le pouvoir des États, enfin bon, c'est absolument sidérant. Et il faut passer à un nouveau système financier, donc ce qu'on appelle le Great Reset. Mais vous imaginez bien que les financiers, les grands banquiers veulent conserver leurs prérogatives. Alors, le seul moyen de conserver leurs prérogatives, alors qu'ils ont massacré leur propre monnaie, eh bien, c'est de continuer à maîtriser la monnaie en imposant une monnaie numérique qui va utiliser les traceurs numériques qu'on va nous obliger à porter pour payer, parce que ce sera beaucoup plus facile que la carte bleue. Ça n'aura pas besoin du plafond du sans contact, puisque vous allez porter sur vous ce que j'appelle une identité numérique forte. C'est-à-dire qu'on sera sûr que l'objet. Alors après, dans un second temps, dans un tiers temps, voilà, évidemment, il faudra l'avoir bien sur soi pour ne pas se le faire voler. Donc, ça sera la bague plutôt que le bracelet, plutôt que le truc en poche ou dans le sac à main. Et puis, ça se terminera dans l'horizon 2025-2030 par la puce sous la peau, voire dans le cerveau, comme le dit Klaus Schwab. Et là, c'est l'entrée dans le transhumanisme. Voilà ce que j'ai voulu bien expliquer dans ce livre, en faisant non pas appel à un complot, mais à une instrumentalisation, parce que c'est comprendre la crise, c'est voir où va l'argent. C'est pas seulement Big Pharma, bien que ce soit déjà monstrueux, mais c'est surtout, de manière encore plus monstrueuse, c'est le grand marché des objets connectés qui explique pourquoi Bill Gates et Mark Zuckerberg nous censurent, et surtout, encore plus que tout, le maintien des prérogatives de la haute finance, des grands banquiers qui ont beau avoir foutu tout par terre, ils veulent continuer ils veulent garder leurs prérogatives, et le seul moyen, en passant par la construction européenne, c'est la monnaie numérique. Voilà. La monnaie de banque centrale, hein, parce qu'il y a toutes sortes de monnaies numériques, et moi, je vais par contre prôner en faveur de la monnaie June, la monnaie libre, qui est une monnaie numérique. Donc voilà, il va y avoir des concurrences entre la monnaie numérique. Il y a une bataille à l'heure actuelle pour détruire le Bitcoin. Et les grands banquiers ont peur que le Bitcoin arrive. Ils arrivent à s'en défaire, hein, ils arrivent à le décrédibiliser, parce que de toute façon, le Bitcoin, c'est pas non plus, c'est aussi une monnaie qui permet de faire de la spéculation. Alors c'est pas bon. Donc voilà, je pense que le problème, l'enseignement central je pense que la crise sanitaire et la dictature sanitaire sont en réalité profondément et avant toute chose
une crise financière. C'est un problème financier, d'accord? Et secondairement, un problème technologique, c'est-à-dire nous imposer la quatrième révolution industrielle qui crée le monde que souhaite le patron de Macron, hein, Klaus Schwab, qui est le patron de Macron. Macron le dit lui-même. Et de plein d'autres gouvernants sur la planète, puisqu'aujourd'hui, on est... Enfin, bon, voilà. Mais alors, ce qui est très intéressant, parce que là tu décris le futur, Philippe, c'est que toi, effectivement, tu y opposes une vision avec ce futé lumineux dont on comprend qu'effectivement, il est beaucoup plus collectif, il est beaucoup plus local, effectivement, avec même des monnaies que tu viens d'évoquer, mais qui, pourquoi pas aussi se joueraient un niveau local. Alors c'est vrai que tu termines le livre sur ces notes très positives, avec une vision très positive de la France, puisque justement, selon toi, la France, avec son maillage territorial, avec ses villages, bah, elle a toute possibilité de pouvoir développer ce futé lumineux. Bon, c'est vrai que voilà, moi je m'intéresse aussi pas mal à la politique, je trouve que c'est très optimiste comme point de vue, mais en tout cas, effectivement, il est tout à fait entendable. Alors, j'avais presque envie de te poser la question Ah en oui, j'ai oublié. mettant... Oui. Non, mais justement, tu me l'as posé. Enfin, c'était un point important à dire, c'est qu'il y a eu un grand changement qui a créé ces coïncidences, ce confinement et puis cette résistance du futur. Et ce grand changement, c'est le fait que depuis quelques décennies, on a arrêté de penser que nous étions des machines biologiques. On a accordé un pouvoir énorme à la conscience. On a compris que la conscience n'était pas le produit du cerveau. Ça devient de plus en plus massif. Il y a énormément d'activités qui tournent autour de ça. Et il y a un éveil, et c'est cet éveil qui a construit le nouveau futur que j'appelle le futur lumineux, et qui s'est branché dans notre réalité, qui a provoqué la panique de l'ancien futur, qui essaye de nous ramener de force vers lui, parce qu'il est en état de panique, en fait. Voilà. Et donc le futur lumineux, c'est le futur où on a appris très facilement à se débarrasser de l'ancien futur, tout simplement parce qu'il suffit, et c'est simple, hein, c'est pas grand-chose à faire, et moi je vais consacrer ma retraite à ça, et tout le monde est d'accord. Il suffit de se rendre de plus en plus indépendant des banques. Voilà, de ne plus avoir besoin de banque pour vivre. Ou alors, on va toujours avoir besoin d'une banque. Et petit à petit, voilà, on va faire comme ça. On va diminuer ce réservoir-là et augmenter ce réservoir-là. Ce réservoir-là, le nouveau réservoir, c'est plus du tout, c'est le contrôle de la monnaie par le peuple, par en bas. Et on a aujourd'hui, avec les monnaies numériques, on n'a absolument plus besoin d'une banque pour échanger financièrement avec autrui. Ça, c'est la grande menace pour la haute finance. C'est pour ça qu'elle panique. Or, on va y arriver parfaitement. Il suffit de constituer des réseaux de personnes en lien, des réseaux de personnes en lien qui vont être ancrés sur le local, qui vont aller aussi régional pour d'autres échanges. Nous, ici, on a commencé à le faire. Ça va même jusqu'à l'Italie quand on achète des, des, enfin, des citrons, des oranges, etc. C'est acheter local essentiellement, à ses voisins, etc. Et petit à petit, y compris pour faire du bricolage, pour faire tout ce dont on a besoin finalement pour bien vivre dans la vie, y compris les restaurants, y compris l'enseignement. Donc, puisque de toute façon, l'éducation nationale ne nous apprend plus rien. Enfin, l'éducation nationale, on apprend lisez dans les 10 commandements de matérialisme, c'est ce qu'on les apprend à l'école. Hein. Enfin, tout ce qu'on apprend à l'école, franchement, on n'apprend plus rien de vrai à l'école, hein, plus grand-chose. Hein, franchement, bon. Et donc, c'est important de créer un enseignement alternatif qui deviendra principal. C'est important de faire des ateliers parce qu'il y a énormément de choses. L'éveil de la conscience, c'est aussi l'apprentissage des pouvoirs de la conscience. Donc, par exemple, l'apprentissage de ce que c'est que la synchronicité, de l'intuition, ce que c'est que, etc., les perceptions extrasensorielles, etc. Moi-même, je fais déjà des ateliers. Je participe à des ateliers sur tout ça. Il y a une nouvelle société extraordinaire qu'on est capable de construire entre personnes qui deviennent de plus en plus autonomes et indépendantes. Et c'est facile. Il ne s'agit pas d'abandonner l'ancienne société. Il s'agit simplement de diminuer le réservoir
notre source d'esclavage, notre compte bancaire sur laquelle on reçoit un salaire, c'est une source d'esclavage, et de devenir de plus en plus indépendant, autonome, etc., et faire monter le réservoir d'une autre source qui peut être celle de la monnaie libre, etc. Voilà. Et ce nouveau futur, il est absolument passionnant. Et évidemment, il va se construire d'abord principalement dans les campagnes, mais ça va avoir lieu dans certaines villes. Peut-être qu'il va rater dans certaines campagnes. Je sais que justement, il y a aussi, tu la connais sans doute, c'est Barbara Stiegler, hein, qui est une philosophe qu'on entend pas mal, qui vient d'écrire un ouvrage sur de la démocratie en pandémie. Elle, effectivement, elle parle même d'actes de résistance par rapport à tout ce qui s'impose en ce moment. Moi, j'avais envie de te poser justement une question, même si elle est un peu osée ou peut-être un petit peu à côté, mais j'ai trouvé ça vraiment fort et en même temps surprenant quand tu disais, mais quand la machine s'emballe quelque part et qu'il y a autant d'irrationalité, c'est qu'en fait, voilà, il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est ce virage qui est en train d'être pris. Et moi, j'avais presque envie de te poser cette question-là parce que tu valorises énormément, effectivement, la France, même dans son modèle politique, comme je le disais. Et j'avais presque envie de te poser la question, mais comment te préfigures-tu les prochaines élections? Parce que dans moins d'un an, il va y avoir les élections présidentielles. Ah non. Non, parce que moi, en fait, juste le lien que je Ça faisais. passera pas par moi. Pour moi, Macron sera réélu. Je Voilà. vois pas comment ça Ah oui, pourrait d'accord, être. quand même, parce que j'y voyais, si tu veux, cette irrationalité que tu évoques, je trouve qu'on la voit tout à fait à l'œuvre dans ce qu'on entend où le jeu est déjà fait quelque part. Et moi, quand je t'écoute, je me dis, mais en fait, Philippe a raison, c'est tellement visible, c'est tellement convenu, c'est tellement préparé et en même temps tellement irrationnel que ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai l'impression que là aussi, il y a un virage qui est en train d'être pris. Alors, moi, je ne sais pas, on verra le moment. Le virage qui est en train d'être pris, qui est même pas de notre, qui est de la volonté en plus des puissants qui nous gouvernent, qui sont plus les gouvernements. Hein, c'est justement le mondialisme. Hein, c'est-à-dire on veut nous emmener vers une société mondialisée par le contrôle numérique. Voilà. Il faut comprendre qu'on n'est pas dans une crise sanitaire, on est dans une dictature financière. C'est une dictature sanitaire qui en réalité est une dictature financière, puisque c'est d'abord la finance qui contrôle. Et la finance, c'est pour ça qu'on nous impose le QR code, c'est pour nous habituer à payer avec un traceur numérique, parce qu'on va remplacer tout ça très vite par des traceurs numériques. Donc, il faut juste sortir de ce système-là. Ce que j'aime beaucoup aussi, Philippe, dans ce que tu proposes justement pour construire ce futé lumineux, c'est que justement tu reviens aussi sur ce présupposé de dire que finalement ce serait comme dans le film Matrix, on serait dans une matrice, on vivrait dans une simulation. Tu nous rappelles d'ailleurs dans ton ouvrage que c'est le postulat notamment d'Elon Musk, et toi tu dis non, on ne vit pas du tout dans la matrice, dans le sens, et là je trouve ça vraiment pertinent et fort, parce qu'on ne l'entend pas souvent, dans le sens où finalement il n'y a pas un réel plus vrai que celui dont on fait l'expérience. Finalement, voilà. Tu dis, le monde des idées de Platon, il est aussi vrai que le réel. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que quelque part, ça fait le lien, alors pour ceux qui connaissent notamment Henri Corbin, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là de l'imaginaire et de lui, ce qu'il appelait quelque part l'imaginal, où il partait de principe que effectivement le monde des archétypes, des anges, des démons, des elfes, ou même des fins, bah, tout cohabite finalement au même endroit. Et c'est ici, et c'est d'ailleurs cette thèse aussi qui est développée par Teilhard de Chardin, donc cette idée de la noosphère, et qui est reprise par l'ouvrage Se souvenir de l'au-delà, notamment de Romuald Le Terrier et puis Jocelyn Morisson. Et ça, c'est vrai que cette idée-là, elle est vraiment porteuse de sens, parce que quelque part, ça permet de remettre un équilibre, effectivement, de se dire, mais ce réel-là, qui est un réel, une résistance du futur qui n'est pas très agréable, ben finalement, le pouvoir de l'imagination, mais au sens noble du terme, effectivement, c'est aussi quelque part une porte ouverte justement pour créer ce futé lumineux, si j'ai bien compris. Ah ben oui, parce que en fait, les progrès de la physique nous amènent à prendre très 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 au sérieux. Alors, chez les matérialistes, la théorie de la simulation qui tient pas la route. De toute façon,
Les anglo-saxons, ils sont tellement matérialistes, c'est vraiment tellement ancré chez eux qu'ils ne peuvent pas en sortir. Hein. Enfin, franchement, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut souffrir. Hein. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur truc. Ils n'arrivent pas. C'est la raison pour laquelle, par exemple, c'est en France qu'il y a les physiciens du temps qui comprennent plein de choses sur le temps et qui même commencent à accepter mes idées. Les physiciens du temps anglo-saxons, là, ils ont beaucoup de mal avec l'idée future déjà réalisée. Eux, ils n'arrivent pas à capter ce truc-là. Ils n'arrivent pas, eux, ils ont besoin du temps. Bah, le temps, ils y tiennent. Quand le temps n'existe pas, ils savent pas ce que ça veut dire. Ils sont vraiment rustres, quoi. Ils sont vraiment. Et donc, ça, c'est le matérialisme. En fait, il est essentiellement anglo-saxon, probablement parce qu'ils ont une éducation encore plus pragmatique, utilitariste que la nôtre. Ça vient probablement de là. Et donc, les Lumières, les idées, etc., les idées de Platon, la pensée philosophique, etc., c'est plutôt l'Europe. Hein. Ça n'est pas pris au sérieux aux États-Unis. Aux États-Unis, bon. Et donc, c'est la théorie de la simulation qui domine. Mais en fait, la théorie de la simulation ne tient pas la route parce que, comment dire, parce que une simulation, donc ça veut dire qu'il y a une réalité qui est à l'intérieur d'une réalité qui, elle, simule. Mais est-ce qu'elle ne serait pas une simulation? Est-ce qu'on a avancé dans l'histoire? Ben non, on n'a pas avancé. Donc, on est en droit de supposer que cette seconde réalité, elle est peut-être simulée par. Donc, on n'en finit pas d'accumuler les simulations jusqu'à l'infini, et ça n'apporte absolument rien. Ça n'apporte rien. C'est l'idée de quelqu'un qui pense qu'un monde matériel contrôle un autre monde matériel, alors qu'on est déjà tout est conscient. Donc, ils sont à côté de la plaque. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, ce qu'il faut avoir compris, il faut en revenir à Platon, c'est que nous vivons dans une illusion. Platon ou le bouddhisme, notre l'espace, le temps et la matière, c'est ce que nous apprennent la physique, sont des illusions. C'est ça, il faut partir de ce que nous dit la physique. La physique nous apprend que le temps est une illusion, c'est-à-dire qu'il n'existe pas un futur qui se crée au passage du temps, pas encore créé, puis ensuite, voilà. Elle nous apprend que la matière est une illusion parce que la matière, c'est du vide, et puis quand c'est plus du vide, ça se réduit à des vibrations. Et l'espace est une illusion parce que l'espace, il a tellement de bugs, il est courbé, il est pixelisé, il est non local, il a rien, il n'a aucune propriété normale d'un espace. L'espace n'existe pas. L'espace est une création de la conscience. Par contre, le temps aussi, la matière aussi. La matière, c'est une propriété de la conscience. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mondes de l'au-delà sont des mondes matériels. Il n'y a pas de problème, on ne va pas laisser tomber la matière. Je rassure tout le monde. Même dans l'au-delà, etc. On continue à vivre dans des mondes de matière. La densité sera différente, il y aura des propriétés un petit peu différentes. On va naviguer par la pensée, d'accord, mais ça sera quand même de la matière. Donc voilà, il faut juste comprendre que l'espace, le temps et la matière sont des propriétés de la conscience et qu'il faut remplacer le monde réel, objectif, c'est-à-dire l'information qu'on nous partageons tous, ce qui est tangible, par l'information, la vibration et l'énergie. C'est-à-dire nous vivons dans un monde d'information qui se décline sous forme d'énergie, d'amplitude et de vibration. Voilà. C'est ce qui crée l'espace, la sensation de l'espace. Et à ce moment-là, on peut mathématiser ça sous la forme d'un univers à 10 dimensions auquel il faut en rajouter 2 pour introduire le libre arbitre du soi et le libre arbitre du moi. Voilà ce que je dis. Merci beaucoup, Philippe. Alors, je m'excuse par avance parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Hein. Les gens sont très curieux et friands, effectivement, de cette pensée que tu développes, Philippe. Et malheureusement, je ne peux pas toutes les poser. Mais là, à l'instant, effectivement, il y a Romuald qui posait cette question-là, de savoir si tu avais d'autres exemples par le passé où, justement, la conscience collective a permis de tendre vers un futur lumineux, qui est donc notre présent, plutôt que vers le futur. Est-ce que c'est quelque chose Non, j'en ai pas parce que oui, ouais, ça a peut-être existé, mais non, là, c'est vraiment l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité qui est en cours. On a une chance extraordinaire. C'est le plus important. Il est même possible que ce soit encore plus important que le passage
à l'agriculture, et peut-être même que c'est encore plus important que l'apparition des premiers primates, je sais plus, non, peut-être pas, je sais plus, mais c'est, en tout cas, c'est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité depuis les religions, voilà, depuis tout ce qu'on connaît, les écrits, depuis la Bible, tout ça. Pour moi, c'est clair et net, tout simplement parce que si on va vers le transhumanisme, eh ben, on détruit petit à petit la conscience. C'est-à-dire que on finit par supprimer le libre arbitre. Le libre arbitre passe par les émotions. Les émotions, c'est la conscience. Hein. Même dans la pensée, il y a de l'émotion, mais la pensée, elle est plus mécanique que l'émotionnel, parce que justement, il y a très peu d'émotionnel. C'est pas du vibratoire. La pensée, c'est le mental, pardon, parce que la pensée, c'est les deux. Hein. Il existe une pensée extracorporelle. Euh, mais le mental, ça a besoin du temps. Le mental a besoin du temps. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle à base de réseaux de neurones, mais ça n'est pas capable de créer la conscience. Ça, c'est juste capable d'analyser et de synthétiser. On veut tout réduire à ça. Et si on va vers le transhumanisme, on va effectivement tout réduire à ça. Et un jour, on n'aura plus besoin d'émotions. Et d'ailleurs, ils veulent supprimer les émotions. Et donc, petit à petit, la conscience humaine va s'éteindre et il n'y aura plus que, et nous allons devenir un collectif comme les abeilles, quoi. C'est-à-dire que on sera, tous les membres de la société seront aux ordres voilà, tout sera automatisé, etc. Enfin, donc, c'est un changement considérable pour l'humanité. C'est un changement d'état aussi important que celui de passage du primate à l'homme. Donc, est-ce qu'on va passer du passage d'humain ayant un libre arbitre à celui d'humain complètement déshumanisé qui finit par perdre même sa propre conscience, qui ne conserve plus qu'une conscience hypnotique? Ou alors, est-ce qu'on va passer à exactement le contraire, c'est-à-dire que compte tenu des progrès considérables, des prises de conscience considérables qu'on a fait pendant les dernières décennies, et surtout dans cette dernière décennie, grâce aux ovnis, grâce aux expériences de mort imminente, aux sorties de corps, aux perceptions extrasensorielles, aux états de conscience modifiés, aux synchronicités et d'autres trucs, on sait que on a un futur absolument merveilleux qui nous attend. Et quand on risque pas, c'est exactement le contraire. Et donc, voilà, le grand virage, c'est de dire, au lieu d'aller dans le monde décrit, par exemple, dans le film, le dernier film des sœurs Wachowski, là, comment il s'appelle, ou dans le film Cloud Atlas, ou dans, voilà, il y a plein de films qui ont essayé, parce que c'est pire encore que Orwell, hein. Eh ben non, on va vers, bon, après, moi, il y en a qui disent la cinquième dimension, moi, je ne vais pas jusque-là, hein, attention. On va vers un éveil collectif de l'humanité où, effectivement, malgré tout, on va apprendre c'est-à-dire qu'on va s'apercevoir de plus en plus que ce qui nous arrive dépend véritablement de nos états de conscience. Et c'est normal parce que plus les gens vont l'apprendre, et c'est pas du New Age, hein, puisque je vous ai dit la grande différence entre le New Age et la théorie que je propose, c'est que la connexion entre le moi et le soi qui fait que les intentions, il faut les capter, hein, qu'elles viennent pas du conditionnement. Et donc, voilà, on va apprendre à correctement maîtriser, enfin, construire son futur. On va apprendre à se connecter au soi massivement. Et il va se produire de plus en plus de fluidité dans notre futur collectif et surtout dans le futur collectif de ceux qui ont commencé à construire le futur lumineux. Et c'est là qu'on va s'apercevoir que la magie, voilà, puisque là, il n'y aura plus de résistance. Et donc, vous voyez bien que c'est deux avenirs complètement différents, parce qu'il y a un avenir où la conscience s'éveille, et puis il y a un avenir où la conscience meurt. Et donc, c'est aussi important que le passage du primate à l'homme. De ce que je comprends, Philippe, alors je réponds aussi un tout petit peu, enfin, je me fais le relais des questions, parce que dans les questions, je vois pas mal d'inquiétudes de gens qui disent, mais est-ce qu'on peut résister au futur? Est-ce qu'on peut s'incarner pour évoluer? À quoi bon s'incarner pour évoluer si l'humanité perd sa conscience? Mais moi, Non, de mais ce il que j'ai faut compris, pas regarder.
Oui, il Oui, faut de pas ce que j'ai regarder. compris et de ce que tu développes dans le livre, c'est que selon toi, on est déjà dans le futé lumineux, hein. C'est toute ta couverture, ce qu'elle montre, c'est que on est déjà dans Oui, ce futé lumineux-là. Et tu parlais justement de la magie dans le monde. Bon, tout à l'heure, moi, je parlais on de n'y est rêve. pas tout à fait encore, hein. D'accord. On est une branche qui est déjà branchée sur le futé lumineux. Je pense qu'il faut quand même qu'on traverse une période de chaos. Ah, On va traverser une période de chaos, hein. On n'a pas encore assez supporté de conneries monumentales. Parce que tu vois, il n'y a pas encore suffisamment de gens qui s'éveillent. Les gens gobent tout en masse, même des scientifiques. Moi, je vais dans mon laboratoire, ils continuent de gober en masse tout ce qu'on. Mais c'est normal avec la propagande de la télé. Bon, ils ont des circonstances atténuantes, hein. Euh, non, c'est comme quand on voit un précipice, ben, il faut le voir, le précipice. Donc, il faut bien le décrire. Il faut bien que je décrive. Attention, il y a un précipice. Regardez. Et là, il ne faut pas avoir le vertige. Il faut arrêter de regarder le précipice. Si on regarde le précipice, on a le vertige et on risque de tomber dedans. D'accord? Donc, il faut savoir qu'il y a le précipice, mais c'est pour ne pas y aller. Donc, je suis bien obligé de parler du futur, donc de la menace. Mais il faut être extrêmement optimiste. Il y a des raisons très bonnes d'être. Et puis, c'est hyper facile de résister à toutes les conneries enfin, franchement, c'est pas compliqué, hein. Et c'est Donc, vrai que excuse-moi Philippe, ouais, mais c'est vrai que ce qui est vraiment aussi puissant dans ton livre, c'est que justement tu termines aussi sur cette question des synchronicités et de ce que j'en comprends pour toi aussi, la synchronicité, c'est le symptôme, c'est l'indice justement que ce futé lumineux est à l'œuvre. Et alors peut-être, on va peut-être pas avoir le temps de développer tout ici, mais tu parles notamment de l'expérience de Florian Gomez. Ça me oui, vient d'en parler parce qu'effectivement, tu évoquer ce futur où tout le monde serait tracé, où tout le monde aurait des puces, où on ne pourrait pas sortir des frontières comme on le souhaite. Et tu racontes son histoire. Elle est assez extraordinaire. Peut-être tu peux nous en dire quelques mots. Parce que là, pour toi, et on le comprend en te lisant aussi, c'est la magie du monde opère et est déjà là. voilà. Oui, et Florian Gomez, c'est un prof de maths. Il était un ancien prof de maths qui s'est complètement reconverti, qui est parti à l'aventure. Il s'est fait connaître pour ses aventures au Canada. Il a traversé des chaînes de montagnes. Il a fait des premières mondiales impossibles sans manger, enfin, en jeûnant. Enfin bon. Et là, l'année dernière, pendant le confinement, ou juste bon, au moment où ça s'arrêtait, il a décidé de traverser l'Europe pieds nus, sans argent, sans papier, sans rien, quoi. Enfin, et juste en se nourrissant de baies, enfin, de fruits qu'il rencontre sur son parcours, de ce qu'on veut bien lui donner, et en tapant à la porte des gens le soir qui veulent bien voilà. Et il est allé jusqu'en Roumanie et il a réussi son objectif, quoi. Et il nous raconte des trucs assez. Et en plus, il m'a fait l'honneur de me dire que, en fait, parce qu'en fait, il a failli annuler son projet. Et puis le jour où il a annulé son projet, eh bien, il y a 6 personnes d'horizons complètement différents qui l'ont contacté pour lui dire de ne pas abandonner. Et donc, du coup, il a repensé à mon livre ou à mes écrits, enfin, je sais plus. Il a pensé à la double causalité. Il s'est dit, ah ben ça, là, il y a des coïncidences, ça doit être le signe que justement, je dois y aller quand même. Donc, finalement, donc c'est pour ça qu'il m'a recontacté après, que je l'ai interviewé. Et donc, il a vécu quelque chose d'assez extraordinaire pendant son voyage. Il sera relaté dans un film qui va sortir cet été, produit par T-Prod, qui va s'appeler L'Empreinte. L'Empreinte. T-Prod, Pierre Barnarias, qui va s'appeler L'Empreinte, où d'ailleurs je serai peut-être dedans pour témoigner, ainsi que peut-être le Café des Libertés, on va voir. Et ça montre que quand on ose faire des choses qui correspondent à son intention profonde et sortir des sentiers battus, etc., et appliquer tous ces principes, et donc de suivre son intuition, etc., et son cœur, etc., ben, on réalise des prouesses fantastiques. Et donc, voilà, et moi, j'ai fait des rencontres super cette année, enfin, l'année 2020, j'ai fait des superbes rencontres synchronistiques, entre autres, qui sont qui montrent déjà qu'on va construire ensemble le futur lumineux. Donc, le réseau de personnes avec lesquelles je vais m'associer pour faire tout ça,
a déjà commencé à se mettre en place tout seul. Donc voilà, il suffit vraiment, il faut faire un travail au niveau de l'intention, de ce qu'on veut réaliser de soi après avoir compris qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette planète, dans cette galère éventuellement, et la magie se déploie. Alors Ce qui justement, fera, voilà. merci Philippe. Justement, il y a une question. Alors, il y a deux questions qui effectivement étaient assez pertinentes. Il y en a une première. Je suis désolée, je ne sais plus qui l'a posée, mais qui posait la question de est-ce que finalement on ne va pas vers deux humanités, deux chemins d'humanité différentes. Et puis Céline qui nous pose la question quel pourcentage de personnes éveillées, voilà, de quel pourcentage on a besoin pour que ces personnes éveillées agissent vers le futur lumineux et pour qu'il y ait un espèce de point de bascule et être Ouais. sûr que justement, il n'y ait plus le futur. Bon, moi, je pense qu'on va en majorité vers le transhumanisme, mais que en minorité, je ne sais pas, à 10 ou 20%, allez, 20%, vers des modes de vie alternatifs, etc. Et que lorsque qui vont être protégés en France, hein, et que lorsque tout ça va commencer à prendre de l'essor et que les gens vont s'apercevoir qu'on vit bien mieux, et ben le 80% restants ou 50, je ne sais pas, qui seront laissés piéger par le système, vont plus du tout avoir envie de continuer. Ils vont se rendre compte, c'est là qu'ils vont s'éveiller. Ils auront tout accepté, ils auront vu qu'ils ont pris la mauvaise voie, et le système et l'ancien système va s'effondrer. Mais alors justement, ce qui m'interroge un petit peu, Philippe, c'est que on entend, hein, tu le dis, d'être dans la résistance par rapport à ce futur, à ce transhumanisme. Et en même temps, dans ton livre, tu mets bien en garde, entre guillemets, c'est-à-dire que tu parles de ce phénomène-là que Jung appelait, alors tu n'utilises pas le terme, mais c'est vrai que tu fais référence aux travaux de Jung, donc je fais le lien. Il parlait notamment d'énantiodromie, c'est-à-dire que quand tu es trop en opposition avec un système, bah, Oui. finalement, tu nourris le système parce que tu lui envoies, Alors, c'est une énergie opposée. Alors, très comment, bonne question. voilà, Très voilà. bonne, non, mais excellente question. Si effectivement tu te mets dans mais c'est pas comme ça que fonctionne la résistance. Un résistant, il réussit pas à résister par la peur. Il réussit à résister par le courage, qui est des vibrations complètement différentes. D'accord? Euh, la passion, le courage, la solidarité, la foi, l'espoir, le fait qu'on n'est jamais désespéré, que bon, là, on a pris un coup, mais on va s'en sortir. Enfin, voilà, c'est que des super vibrations, au contraire, qui vont être à l'œuvre pour construire ce nouveau futur. Et la peur ne concerne que ceux qui voudront rien faire ou qui vont rester dans l'attentisme, qui vont accepter tout ce qu'on va leur imposer. Puis il y a de l'autre côté les inconscients, ceux qui fonctionnent dans le système, qui n'ont même pas réfléchi, qui ne se sont même pas posé de questions. Voilà, c'est la couche intermédiaire qui a peur. Mais il faut sortir de cette peur. Il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à avoir peur. Il y a à se mettre dans l'action, dans une action, participer à une action passionnante, courageuse, de résistance et de construction surtout d'un nouveau futur en essayant de résoudre tous les problèmes. Et peut-être ça va passer par certains moments de désespoir par moments, mais ça n'a jamais été quelque chose qui... Là, ce sont les vibrations positives qui construisent le nouveau futur. Les vibrations négatives ne construisent rien. D'accord les vibrations positives, et c'est justement parce qu'elles ne construisent rien qu'on suit le mouvement vers lequel on nous emmène. Mais donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir peur de temps en temps. C'est ça que je veux dire. Et il faut au contraire essayer de cultiver. Moi, j'ai des fois, j'ai des moments d'euphorie, hein, parce que je sens que je pars dans une aventure qui va être passionnante. Et voilà, et ça fait vibrer, quoi. Ça fait vibrer très positivement. Et là, c'est gagné, quoi. Si on arrive à vibrer comme ça veut dire qu'on a déjà mis le grappin sur le bon futur. C'est ce qui est nouveau, ce que j'ai voulu déployer en 2020, parce que je ne pensais pas le dire aussi vite, parce que je sais que je risque d'être attaqué et je n'avais pas suffisamment d'arguments, mais bon, ça va, les arguments, ils arrivent bien quand même. Ce qui est nouveau cette année dans mes livres, c'est que j'insiste sur
cette notion d'intelligence émotionnelle, de vibration émotionnelle, qui est le moyen de construire son meilleur futur. Et ça, j'insiste là-dessus parce que à cause de la situation actuelle, je prends des risques parce que disons on risque, les scientifiques risquent de dire ah ben ça y est, Guillemot, il a basculé dans le New Age, ça va être facile, hein, voilà, en entendant un truc comme ça, parce que la notion de vibration, on l'entend plutôt dans ces milieux-là. Bon, je prends ce risque-là, donc j'ai quand même bien construit mon raisonnement pour expliquer, hein, c'est bien expliqué dans le livre, Oui, oui, tout à fait. pour expliquer pourquoi ce sont nos vibrations émotionnelles qui construisent notre meilleur futur. Ça, c'est c'est vraiment, j'ai mis le paquet pour bien l'expliquer dans le livre. J'ai un super schéma aussi qui montre qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que l'excès d'intelligence, enfin, l'excès d'émotion par rapport au mental nous met dans un piège équivalent à l'excès inverse, et que l'important c'est de trouver le bon équilibre, hein, donc il faut quand même rester dans la raison. Hein. Si je ne me trompe pas, c'est celui-là peut-être. Voilà, ce graphique-là, il est très important. Alors bien entendu, il est intuitif. Hein. C'est un truc que j'ai fait à main levée. Hein. C'est pas le résultat d'une expérience. C'est pour montrer les deux sortes de biais. Et justement, mon interprétation de la crise, c'est de dire que ce qui a manqué, c'est l'intelligence émotionnelle, parce qu'en propageant la peur, on l'anéantit complètement. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit d'être intelligent. On a l'émotion contient une intelligence spécifique pour analyser la complexité. L'émotion, elle fonctionne sur 3 niveaux. C'est le niveau des tripes, du cœur et de la tête, cerveau droit. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est les tripes, le cœur, le cerveau droit. Tout ça, c'est quand même, il y a des neurones partout là-dedans. Il y a surtout des vibrations. Hein. Et la vibration, ça donne une intelligence holistique, une intelligence qui permet de voir la totalité d'un système complexe et de prendre des décisions intuitives, dont on sait qu'elles sont justes, mais on ne sait pas expliquer pourquoi. Le mental, qui est complètement dépassé dans cette affaire, c'est au contraire regarder les faits, les détails, et puis faire des raisonnements. Et là, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qui a conduit à toutes ces mesures, toutes ces jauges sanitaires complètement délirantes. Et là, c'est complètement à côté, c'est complètement délirant, c'est que des cinglés quand on fonctionne comme ça, quand on applique des mesures qui sont issues du mental uniquement avec des jauges, c'est-à-dire des seuils partout pour se comporter face à une situation complexe, on se plante complètement systématiquement. C'est une erreur de débutant. En plus, moi qui ai simulé beaucoup de systèmes complexes informatiques, et donc on est face à des erreurs de débutants. Nos gouvernements sont conseillés par des débutants, quoi, ignorants, qui n'ont jamais appris à réfléchir correctement parce qu'ils n'ont jamais utilisé leur intelligence émotionnelle. Bon, on en est là. Donc, on est dans une crétinisation totale de l'intelligence à l'origine des mesures sanitaires, parce que la complexité de la situation les dépasse. Et donc, ils sont obligés de censurer par-ci, d'ignorer par-là, pour arriver à déployer un raisonnement qui tient quand même apparemment la route. Alors, ils utilisent des fact-checkers qui sont les plus grands des sophistes pour essayer de démolir tous ceux qui veulent voilà, m'imposer une vision alternative. Enfin, bon. Et alors, tout ça, c'est mort. Voilà. Et excuse-moi Philippe, parce que c'est vrai que justement, alors je me permets de faire le lien avec ce dernier thème qu'on va aborder ensemble, parce que le temps file toujours très vite quand on est avec toi. C'est que finalement, je vous le disais, la semaine dernière, effectivement, d'un point de vue de la question OVNI, ça a beaucoup bougé aux États-Unis. Parce qu'il y a une déclassification du Pentagone. Ouais. Je suis assez surprise de voir qu'en France, alors justement, peut-être parce que c'est ce que tu disais, la France, elle a à la fois cette opportunité dans les villages de faire beaucoup de choses, et elle est à la fois son inverse opposé, c'est-à-dire très pyramidale, très cartésienne, hein, parce que c'est aussi le pays de Descartes quelque part. Ce phénomène-là, on n'en entend parler nulle part à la télé. Je me souviens même que quand Avi Loeb... Est-ce que les ovnis, c'est la clé de l'éveil ? Parce que les ovnis, c'est la clé de l'éveil. S'il y a une censure sur les ovnis depuis des décennies,
C'est à juste titre parce que l'humanité n'est pas prête à appréhender tout ce qui se cache derrière ça. Parce que quand on a compris que le phénomène OVNI est lié à la conscience, que les engins sont pilotés par la conscience, etc., on peut pas dire ça au monde dans les années 50. Hein. On peut pas l'avouer, ni même dans les années 60, 70. Même les Américains peuvent pas, sont trop matérialistes pour arriver à refaire la technologie. Voilà, c'est quelque chose qu'ils ont énormément de mal à présenter comme il faut parce que ce serait arrivé, bon, enfin bon, c'est arrivé là-bas, hein, ils sont tellement matérialistes, enfin bon. Mais ce qui est fou, c'est que là-bas, ils en parlent quand même. Tu t'allumes CNN, tu as Oui, des interviews, alors qu'en France, oui, c'est oui, même parce pas. qu'en fait, si tu veux, il y a la nécessité et moi je le fais de mon côté, il y a la nécessité de faire petit à petit comprendre aux gens que le phénomène OVNI est lié au fait que nous vivons dans une réalité multidimensionnelle euh, et que il y a des réalités parallèles dans lesquelles on navigue et tout ça, ça s'interpénètre. C'est pas des univers différents. Ça s'interpénètre, c'est-à-dire que il y a des déplacements invisibles, etc. Bon, je sais pas comment le résumer, mais j'ai compris la techno. Et je vais pas l'expliquer parce que ce serait trop long. Mais la divulgation de la part en plus de personnes qui n'ont pas forcément bien compris le phénomène, de la réalité du phénomène et de tout ce que ça implique, risque de créer un désordre considérable à la surface de la planète parce que ça va toucher à tout ce qui touche aux religions, ça va transformer notre vision du monde. Ça va, ça va transformer complètement notre vision du monde. C'est pour ça qu'on a besoin d'un système cohérent qui permet de comprendre, d'avoir une meilleure compréhension de notre réalité. Donc, on n'est encore pas prêt à, à divulguer ça. Et donc, en même temps, ça devient urgent de le faire parce que cette clé qui consiste à comprendre que c'est la conscience qui est importante dans ce phénomène, c'est exactement ce dont on a besoin de savoir. Et en plus, chez les matérialistes, parce que le phénomène aussi, il a ceci de particulier, c'est qu'il est à la fois matériel et conscientiel. D'accord. Et tout est une question de dilatation du temps. Hein. Quand tu dilates le temps, ce qui était matériel devient conscientiel. Et c'est la difficulté. J'ai encore écouté Jacques Vallée hier dans une de ses, parce qu'il a sorti un bouquin avec Paola Harris. Il a complètement changé de point de vue depuis 3 ou 4 ans parce qu'il a dû avoir des informations nouvelles. Et avant, il ne croyait pas à la réalité de la récupération d'engins. Maintenant, il y croit. Bon. Et puis, à partir de ce moment-là, moi qui avais des doutes là-dessus, et vu ce que j'entends, les brevets que je vois déposés par la Navy, les informations qu'ils donnent, ça confirme tout ce que je pense. Et donc, ça veut dire, ça corrobore le fait qu'effectivement, il y aurait eu des récupérations d'engins et que donc, il y a des groupes secrets, parce qu'on comprend qu'ils soient secrets, parce qu'on ne pouvait pas donner ce genre d'informations, qui travaillent là-dessus depuis très très longtemps. Et les présidents n'ont jamais été tenus au courant parce que c'est pas juste pas possible, ils changent tous les 4 ans. Et donc, il faut pas tenir les présidents au courant, ils doivent l'être peut-être un peu, mais bon. Et tout ça, bon, ben, il va falloir sortir un goutte à goutte pour petit à petit nous éveiller. Donc, il va y avoir encore un truc en juin. Tout le monde attend. Voilà, on va voir ce que c'est. Ce sera peut-être pas grand-chose, ou alors ça va peut-être quand même nous. Parce que le but, c'est de foutre le nez des matérialistes et des sceptiques et des scientistes là-dedans, qui soient obligés de dire ah, à un moment donné, les plus intelligents parmi eux, oh là là, attention, on s'est peut-être trompé, attention, voilà, bon. Et à ce moment-là, on commence à faire attention parce que ça corrobore le fait que le corps humain, c'est pas juste quelque chose sur lequel on peut agir comme on le fait via Big Pharma. C'est un truc qui a plusieurs corps et que les chakras, ça pourrait peut-être exister. Et donc, c'est lié à la question OVNI parce que les matérialistes, ils vont toujours dire que l'expérience de mort imminente qui démontre qu'on peut sortir
les sorties de corps, ils vont toujours dire que c'est des hallucinations. Ils sont butés à ce point-là, même si c'est clair. Olivier Chambon l'explique parfaitement bien. Même si c'est clair que ça peut pas être des hallucinations, et ben ils vont quand même chercher à y voir des hallucinations. Donc c'est pas ce phénomène-là qui va les réveiller. Il faut quelque chose de bien matériel pour que les matérialistes justement, les scientistes euh, soient sidérés et que donc ils se disent ah peut-être qu'on n'a pas tout compris sur l'humain, peut-être qu'on n'a pas tout compris sur la réalité, peut-être qu'on n'a pas tout compris sur le corps humain, et ça ce serait le frein super. Et donc à ce moment-là, mais ils vont pas l'avouer, ils vont juste arrêter de faire leur connerie, ou ils vont peut-être les faire plus doucement, et tout ça, ça va nous conduire à un effondrement. Donc, mais il faut pas aller trop vite dans la divulgation, parce que si on va trop vite dans la divulgation, on va faire peur à plein de gens parce que qui sont pas prêts à intégrer la composante spirituelle de l'humain. Voilà. Donc, et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est très bien qu'il y ait cet éveil progressif à la spiritualité, hein, qui a quand même vachement augmenté, et surtout en France, en plus, beaucoup en France. Ce que je trouvais juste intéressant, et je voulais peut-être finir là-dessus, c'est que effectivement, tu es un des rares scientifiques qui propose une explication du phénomène OVNI. Alors, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, puis par ailleurs, c'est vrai que tu l'explicites très bien dans cet ouvrage qui va être réédité sur OVNI et conscience. Donc, on va pouvoir aller rechercher toutes les informations là. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que tu expliques, tu dis finalement, nous, on est enfermés dans la causalité du temps. Mais les ovnis, eux, ils sont capables de sortir de cette causalité justement du temps pour y rentrer et puis y ressortir. Et tu dis justement, quand on est hors du temps, tout est simultané. Le futur, le passé, c'est très flexible et c'est ce qui explique selon toi la grande diversité des représentations aliens parce que bon, c'est vrai qu'il y a des biais anthropomorphiques, mais effectivement, il y a plein d'univers très différents et toi, tu l'expliques de cette manière-là. Oui, oui, on n'a même pas besoin de faire appel à des extraterrestres. Tout ce qui a existé sur la Terre, tout ce qui a existé sur Mars à l'époque où il y avait peut-être de la vie existe maintenant. D'accord? Donc, c'est pas étonnant de rencontrer voilà, enfin, ça permet de mieux comprendre les témoignages. Ça permet de mieux comprendre ceux qui disent qu'ils ont rencontré des Vénusiens. Bon, il y a peut-être effectivement, ou alors, simplement, il y a d'autres dimensions. Mais même la Terre, elle a d'autres, enfin, en fait, la conscience, elle a plusieurs niveaux. Et donc, la Terre aussi, hein. Donc, il y a, on peut vivre sur différents plans. Donc, quand on entend parler d'extraterrestres, c'est pas forcément des extraterrestres issus. À mon avis, il y en a, hein, mais d'autres planètes extrasolaires. Mais ça peut être aussi des extraterrestres intrasolaires, intrasolaires. Du fait que il y a sur le même plan la possibilité de rencontrer des vies du futur, des entités du futur ou des entités du passé. Ça peut remonter très loin. Et sur d'autres plans, alors si c'est des plans moins denses, des entités plus évoluées, donc ils seront plus du côté du futur, voilà, et peut-être sur des plans plus denses, et là je rejoins le chamanisme, des entités plus, mais ça ne veut pas dire moins évoluées d'ailleurs, hein, mais plus denses, quoi. Enfin, bon, je, je laisse aller mon imagination, hein, il y a forcément plusieurs plans de réalité, de densités différentes, ça oui, ça c'est la logique. À chaque fois qu'on va d'un plan à l'autre, on sort de la causalité du plan, on sort de son temps pour naviguer librement par rapport dans la réalité dont on sort. Voilà, bon, ça c'est quelque chose que j'arrive à imaginer, on va dire cybernétiquement parlant. Et puis il peut y avoir effectivement d'autres de vrais extraterrestres, dont on peut d'ailleurs se demander. Alors, parce que comme on n'est pas notre corps, d'abord, est-ce qu'on n'est pas déjà nous-mêmes des extraterrestres? Qui est légitime sur la Terre, hein? Euh, Moi qui pense que nous avons plusieurs vies, parce que sinon on ne peut pas concevoir le soi. Euh, donc voilà, quelles sont mes autres incarnations actuelles, simultanées?
Il faut faire la différence entre, en plus, ce qui est actuel, ce qui est ancien, ce qui est nouveau dans le passé, tout comme dans le futur. Donc, c'est compliqué. Hein. Voilà, le fait de s'ouvrir à ça, ça permet d'appréhender la richesse de toutes les manifestations possibles qu'on nous décrit, que tu décrivais. On parle d'anges, on parle de tout ce que tu veux. Ce monde imaginal, pour moi, il est extrêmement réel. Le monde imaginal, tout ce qui a été imaginé, c'est quelque chose qui existe, à mon avis, qui existe parce que ça a existé, donc ça existe encore. Voilà. Donc, Mais merci beaucoup, Philippe. C'était ma dernière question. Et c'est vrai que bon, pour ceux qui veulent aller plus loin sur cette question des ovnis, je rappelle ton ouvrage réédité OVNI et conscience. Quelqu'un précisait qu'il y avait une centaine de pages de ta part là-dedans. Moi-même, j'ai eu la chance aussi de t'interviewer sur cette question-là parce que je suis en train d'écrire un ouvrage. Le titre, là, pour l'instant, c'est Parlez-vous Alien. Il sortira aux éditions Erol. Donc, je vais faire la part belle, bien sûr, à tes propos et à ta vision là-dessus. Et puis, c'est vrai que la semaine prochaine, avec Najib, on reçoit aussi Alain Juillet, avec qui on va pouvoir aborder ces questions-là. Parce que voilà, là, il est déjà 22 heures. Et donc, je ne me suis pas rencardée avec Najib, mais je crois que généralement, les émissions se terminent à peu près sur ce créneau-là, si je ne me trompe pas. Pas de problème, c'est très intéressant. Donc, merci beaucoup, en tout cas. On ne se lasse pas. C'était super. Merci beaucoup à toi, Élodie également. Merci Philippe, hein, vraiment une très belle soirée. On a retenu plein de choses. Et je vous propose justement de creuser tout ça le 10 septembre à Lyon, puisqu'on reçoit non seulement Philippe Guillemant, mais aussi Marguerite Cardos et Audrey Fella. Nous parlera des voix d'hommes et de femmes qui ont pu, grâce à leur vie et leurs écrits, poser un regard renouvelé sur le monde. Marguerite Cardos nous parlera aussi de la manière d'éviter les schémas répétitifs, de s'ouvrir vers l'inconnu, etc. Donc, c'est vraiment une soirée passionnante qui s'annonce. Donc, Élodie, tu es la bienvenue à Lyon début septembre. Merci. Et puis après, bon, il y a un autre programme que je vous laisserai découvrir sur Vertical Project fin septembre avec Antoine Sénanque et puis une intervenante. Donc, en tout cas, merci vraiment du fond du cœur à tous les deux. C'était passionnant. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine avec Alain Juillet qui va nous parler de l'actualité en France et également des géopolitiques et des ovnis. Donc, Philippe, tu es également le bienvenu à cette occasion pour poser éventuellement tes questions à Alain Juillet, donc qu'on aura pour nous, grâce à Élodie, hein, je tiens à le préciser. Et donc voilà, merci infiniment à tous. Et cette soirée, en tout cas, nous a rempli le cœur. Donc, je vous dis à très bientôt. Et Élodie, je te laisse... Le mot de la fin. Merci beaucoup, Philippe, encore une fois, de nous avoir accordé tout ce temps-là, parce que c'est vrai que ce n'est pas si simple de trouver des gens qui soient aussi généreux de leur temps. C'est aussi le cas d'Alain Juillet. Et je remercie quand même mon mari, Sébastien, qui a accepté, parce que c'est aussi grâce à lui. Exactement. Et c'est lui aussi qui m'a aidé à préparer l'interview. Voilà, il suit Philippe aussi depuis un certain temps. Voilà, il est fan. On aura Sébastien la semaine prochaine aussi avec nous, avec Alain Juillet, donc c'est top. Donc voilà, donc merci à vous tous, merci pour vos questions et puis à la semaine prochaine. Alors. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Au revoir. Salut Philippe. Merci.